Ça fonctionne. Bonjour. Bonjour tout le monde. Ravi d'être là avec vous pour cette conférence intitulée Pourquoi la mer monte et comment s'adapter. Alors, moi, je m'appelle Mathieu Combe, je vais animer cette table ronde. Je suis cofondateur d'un média qui s'appelle Natura Science, qui est un média en ligne consacré aux questions d'écologie, et d'une nouvelle revue qui s'appelle L'Iceberg, qui est sortie la semaine dernière, et dont le premier numéro est sur la fonte des glaces et la montée des eaux. Donc, c'était tout trouvé pour animer cette table ronde avec Sarah Palazzo, qui est chargée de projet adaptation côtière et communication scientifique, et Éric Chaumillon, qui est, je vais avoir son titre exact, professeur à l'université de La Rochelle et chercheur au laboratoire du CNRS, Littoral, Environnement et Société. Donc, pour commencer, je vais faire une toute petite introduction pour dire que, vous le savez, la mer monte, c'est désormais une réalité. D'après les derniers chiffres, entre 2013 et 2023, la hausse du niveau moyen des mers a été de 4,3 mm par an. Donc c'est en augmentation et suivant les différents scénarios du GIEC, même avec une hausse des températures de 1,5 degré, on aurait une hausse de 55 cm par rapport à la période 1995-2014 et avec une hausse de 4 degrés à la fin du siècle, donc le pire scénario du GIEC, cette hausse pourrait atteindre environ 1 mètre. Mais ça continuera après 2100, ça ne s'arrête pas là. Et en 2300, on pourrait avoir une hausse de 7 mètres avec une hausse des températures de 4 degrés. Donc ça, c'est le scénario le plus catastrophique. Mais on va revenir sur les causes justement de cette montée des eaux avec Éric qui va nous parler justement des différentes... on a déjà une première slide. Les différentes montées des eaux. Et est-ce que tout simplement, on le voit, c'est pas la mer monte pas du même niveau partout. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Bien, merci de me donner la parole, Mathieu. Puis merci pour l'invitation. C'est toujours intéressant pour un prof d'université de changer de public et d'avoir la possibilité de diffuser des connaissances au grand public. Alors, la première question, c'est par rapport aux causes de l'élévation du niveau des mers. Donc, à 50% aujourd'hui, la cause, c'est la fonte des glaces sur les continents. Donc, en particulier dans les zones boréales. Vous savez peut-être que beaucoup de collègues glaciologues suivent le volume de ces glaces et que ces glaces diminuent. Donc, elles contribuent à 50%. Les 40%, ensuite, sont liés à la dilatation de l'océan. En fait, l'océan global est la partie géophysique qui capte l'essentiel de la chaleur en excès. Donc 90% de cette chaleur en excès, elle est captée par l'océan, en particulier par les eaux de surface. Et les eaux de surface plus chaudes se dilatent. Donc l'océan va occuper plus de volume. Et c'est l'autre grande raison. Enfin, la dernière raison, c'est l'eau continentale, l'eau qui est dans les réservoirs souterrains, l'eau qui est dans les lacs, etc. Dans le cycle de l'eau, il y a une fuite de ce réservoir d'eau vers l'océan. Alors justement, bon, voilà, c'est pas une vraie conférence scientifique, hein, c'est juste quelques exemples comme ça. Cette carte, c'est une carte assez connue de la distribution d'élévation du niveau des mers de façon globale. Donc vous voyez qu'il y a des zones qui sont plus rouges, c'est les zones qui s'élèvent plus rapidement. Et il y a une zone à cet égard qui est très spectaculaire, c'est le sud-ouest du Pacifique, où l'élévation du niveau des mers est quasiment 2 à 3 fois plus importante que la moyenne globale. C'est-à-dire que dans un archipel dans lequel j'ai travaillé là, il y a quelques années, dans l'archipel des Samoa, on a une élévation depuis les années 90 de 30 cm. Donc c'est vraiment juste énorme, sachant que l'élévation globale moyenne depuis 1880 à l'échelle globale, c'est une vingtaine de centimètres, 20-25 cm. Donc vous voyez, c'est vraiment énorme. Alors pourquoi une telle variabilité? Eh bien en fait, c'est essentiellement lié à cet effet de réchauffement des eaux océaniques, c'est-à-dire qu'il y a des zones qui se réchauffent plus vite, qui accumulent plus la chaleur, et c'est ces zones-là qui vont se dilater. Et donc la distribution, elle est liée au courant océanique et puis aux effets atmosphériques et climatiques. Voilà, donc j'essaie d'être bref, mais c'est toujours un petit peu long. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on mesure cette hausse aujourd'hui? Alors, pour mesurer, voilà, bon, on sait tous qu'il y a du climato-scepticisme. D'abord, le premier message que je veux vous dire, c'est que la conséquence inexorable du réchauffement climatique, c'est l'élévation du niveau des mers. C'est inexorable. La planète se réchauffe,
la glace fond, les océans se dilatent, c'est vraiment de la physique de base, il n'y a pas à nier ça. Voilà. Ensuite, comment on le mesure? Eh bien, il faut vraiment être conscient que ce résultat il est robuste parce qu'il est mesuré de façon indépendante par deux techniques différentes. Il y a les altimètres embarqués sur des satellites, ça c'est depuis les années 90. Donc ces altimètres, ils sont super parce qu'ils mesurent le niveau de la mer sur tous les océans. Et c'est eux qui donnent ce genre de carte-là. Et puis vous avez un autre instrument qui est plus ancien, qui s'appelle le marégraphe. Lui, il est accroché à la côte. Et son intérêt, c'est qu'il permet de faire des mesures depuis plus longtemps. Enfin, vous avez des marégraphes qui fonctionnent, qui sont en service depuis 300 ans. Donc ça permet d'avoir un recul supplémentaire et ça permet en particulier de bien documenter l'accélération du niveau des mers. C'est grâce à ces instruments qu'on sait que le niveau de la mer s'élevait d'environ 1 mm par an, on va dire au 19e, 20e siècle, et qu'on est passé à 2, 3, 4 mm par an. Donc le 4 mm par an, c'est l'altimétrie satellitaire, mais c'est aussi les marégraphes. Donc c'est vraiment des mesures indépendantes et il faut retenir ça, c'est vraiment robuste. Hein. Voilà. Alors là, on peut imaginer justement sur la côte, il y a les côtes sableuses. C'est souvent l'image qu'on a, le niveau des mers qui augmente, les plages qui reculent. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre les effets sur le sable sur les côtes et les côtes rocheuses? Oui, alors je crois qu'on a une diapositive de côtes sableuses, puisque je vais vous présenter en fait les deux grands types d'écosystèmes sédimentaires principaux sur la planète Terre. Donc en fait, il y a des côtes sédimentaires sableuses, donc c'est des grains qui sont plus grossiers et ça constitue, c'est une photo que j'ai prise ce week-end, hein. Donc moi j'habite à La Rochelle, tout près de l'île de Ré, je vais souvent à l'île de Ré et je me suis dit tiens, je vais intervenir à Paris, je vais leur montrer une photo de l'île de Ré. Alors qu'est-ce qu'on voit là? On voit un relief. Et vous voyez que le relief il fait plusieurs mètres de haut et que quand bien même la mer monte de quelques décimètres, même mètres, eh bien va pas y avoir de submersion. Parce que cette côte, elle est déjà haute. Par contre, cette côte, elle va s'éroder et quand on a un petit peu d'expérience en géomorphologie littorale et qu'on voit une côte comme ça, on se dit, oula, ça c'est une côte qui est en train de s'éroder. Et donc effectivement, c'est une côte qui s'érode. Le problème avec l'élévation du niveau des mers, c'est que plus la mer va être haute, plus on va avoir statistiquement ce qu'on appelle des niveaux extrêmes, c'est-à-dire des niveaux hauts qui sont atteints pendant les tempêtes. Et c'est ces niveaux extrêmes qui sont les plus morphogènes, c'est-à-dire qui sont les plus impactants sur les côtes. Le pire qui puisse arriver à une côte, c'est les successions de tempêtes avec des niveaux extrêmes. Et ça s'est passé en 2013-2014. Là, on a eu des érosions de plusieurs dizaines de mètres sur certaines côtes, absolument considérables. Donc voilà, ça c'est un type de côte. Donc le message à retenir, c'est que quand la mer monte, eh bien, ces niveaux extrêmes sont plus fréquents. 10 cm, une fréquence accrue d'un facteur 10 sur les niveaux extrêmes. Donc vous voyez par exemple, nous on a un événement de référence en France, ça s'appelle l'événement Xynthia, statistiquement qui a une période de retour d'environ 300 ans. Si vous faites monter le niveau de la mer d'1 mètre, eh bien vous allez avoir une période de retour qui va être de moins de 10 ans. Donc ça c'est quand même problématique parce que Xynthia ça a été assez dramatique. Donc voilà, ça c'est l'effet sur les côtes sableuses. Et puis après, il y a un autre type de côte, ça j'aurai une illustration plus tard, c'est les côtes basses, donc les côtes basses qui sont au niveau des estuaires, qui sont au niveau des lagunes. Donc c'est des côtes qui sont plutôt vaseuses, donc il n'y a pas de relief, ou des très faibles reliefs, et là évidemment c'est très sensible à l'élévation du niveau des mers, quelques décimètres, ça change tout. Voilà. Donc, érosion, submersion, c'est deux types de côtes. Évidemment, il y a la zone grise, mais je n'ai pas trop le temps d'en parler parce que le temps est limité. Après. On en parlera après. Merci. Sarah, donc là, on a fait le constat. Et est-ce qu'on pourrait parler un peu des solutions? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi les grandes typologies de solutions qui existent aujourd'hui face à la montée des mers? Je pense qu'il y a une slide juste après pour présenter cette typologie. Mais avant de parler des solutions d'adaptation, la mesure essentielle à mettre en œuvre pour que l'adaptation soit efficace, c'est l'atténuation. L'atténuation, c'est-à-dire la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, mais aussi la réduction des impacts des activités humaines sur le littoral aujourd'hui, puisque une grande partie de l'érosion qu'on observe aujourd'hui, elle est liée à nos activités humaines, qui sont par exemple l'étalement urbain sur les littoraux, mais aussi certains types de solutions d'adaptation justement qui vont avoir des impacts sur les littoraux, sur les transports de sédiments et qui vont parfois empirer l'érosion. Donc là, sur la diapositive, on a la typologie un peu classique des solutions et puis je peux vous les présenter une par une.
La première réponse serait finalement de ne pas répondre et de laisser faire, ce qui est peu envisageable, notamment pour des villes côtières, puisqu'il faut quand même protéger des populations et des activités. La deuxième approche, celle qui est peut-être la plus connue, c'est la protection. Et là, on distingue peut-être d'un côté les protections plutôt traditionnelles d'ingénierie lourde, donc la construction de digues, d'enrochements, de protections dites plutôt douces. C'est toutes les mesures, par exemple, de réensablement des plages. Et puis ensuite, on a comme type de solution l'avancement, l'extension sur mer, qui consiste à gagner du terrain sur la mer. Ça, on l'a beaucoup observé, on l'a beaucoup fait, la poldérisation pour l'agriculture, mais aussi aux Pays-Bas. C'est un exemple un peu classique. Mais c'est aussi, c'est pas une mesure du passé, puisqu'il y a certains pays qui intègrent dans leurs plans nationaux d'adaptation, notamment Tuvalu, ces mesures d'avancement, d'extension sur mer, qui permet de protéger, enfin, en tout cas de réduire le risque d'inondation en arrière littoral. Ensuite, on a les mesures d'accommodation. Donc ça, c'est un mot un peu générique et un peu pas forcément facile à comprendre. L'objectif de l'accommodation, c'est de réduire l'exposition au risque et de permettre l'habitation continue sur les zones exposées. Donc ça va contenir dans cette typologie plusieurs types de mesures comme la surélévation des habitations, donc par exemple mettre sur pilotis, mais aussi des systèmes d'alerte précoce qui rentrent dans cette grande catégorie. Et puis deux autres mesures qui peut-être sont peut-être moins connues, ou en tout cas qui gagnent aujourd'hui peut-être un peu plus d'exposition, parce qu'on se rend compte que chacune des solutions que je viens de présenter ont aussi chacune leurs coûts et leurs bénéfices, et que parfois, à très long terme, elles seront peut-être moins faisables, moins réalisables. C'est l'adaptation basée sur les écosystèmes ou les solutions fondées sur la nature, et le retrait stratégique, ou ce qu'on catégorise également comme recomposition spatiale. Donc on va peut-être un peu plus développer l'adaptation basée sur les écosystèmes ensuite, mais l'idée, c'est de tirer parti des services écosystémiques que rendent les écosystèmes côtiers, notamment en termes de protection, donc en freinant l'érosion, aussi en retenant le sable ou en atténuant l'énergie des vagues pour protéger aussi les populations. Et le retrait stratégique, cette fois, c'est une stratégie qui est anticipée et qui consiste à déplacer de façon permanente les populations, les infrastructures, les activités des zones qui sont exposées aux risques côtiers. Donc voilà, c'est une grande typologie. Mais le message essentiel à faire passer, c'est que ces solutions, elles ne s'excluent pas les unes des autres. Et l'idée pour un territoire ou pour une ville côtière, ça va être de trouver sa combinaison idéale pour répondre à ses besoins, à ses enjeux locaux. Cette combinaison, elle peut s'envisager à la fois dans un même espace, mais aussi de façon dynamique à travers le temps, puisque l'adaptation, c'est des horizons temporels à 2030, 2050, 2100. Et justement, est-ce qu'on a des bons exemples aujourd'hui, des villes qui sont bien adaptées, qui ont mis des stratégies d'adaptation à la hauteur des enjeux? Alors, en tout cas, les villes se saisissent de ces sujets parce qu'elles sont déjà confrontées par l'érosion, par le recul du trait de côte. Ce qui n'est pas évident, c'est que peut-être qu'elles n'ont pas aujourd'hui les moyens à la hauteur des enjeux, et pour pouvoir aussi se projeter à 2100, 2030, 2050. Et donc elles ont besoin d'un soutien accru des États, de la communauté internationale pour les soutenir dans ces efforts. Il n'y a pas peut-être de solution miracle ou de solution unique qui va répondre à la diversité de ces enjeux, mais en tout cas, il y a des approches qu'on peut promouvoir. La première, le premier levier d'action, c'est de penser de façon cohérente les territoires, et que les villes travaillent aussi ensemble en intercommunalité. Et là, je pense notamment en Nouvelle-Aquitaine, il y a le GIP Littoral, donc c'est un groupement d'intérêt public où c'est des communes, des intercommunalités, les départements, la région et l'État qui travaillent ensemble à définir une stratégie cohérente d'adaptation du littoral. Donc ça, c'est un levier extrêmement important d'élargir l'échelle d'action, puisqu'on comprend bien que les impacts de l'élévation du niveau de la mer, mais aussi les impacts des politiques d'adaptation, elles ne s'arrêtent pas aux limites administratives d'une seule municipalité. Le deuxième enjeu, deuxième bonne pratique, je dirais,
ce serait de penser de façon dynamique. L'adaptation, c'est se projeter dans du très long terme, on parle de 2100. En réalité, c'est plutôt penser en échelons qui vont, en tout cas en articulant à court, moyen et long terme ces différentes combinaisons de solutions, et pouvoir être flexible au changement climatique, à la survenue d'événements extrêmes, et aussi au changement de société pour répondre à des objectifs d'adaptation de long terme. Et donc la communauté scientifique, mais aussi des gestionnaires de territoire aujourd'hui appellent justement à avoir cette approche beaucoup plus dynamique dans la façon dont on va concevoir les politiques publiques, et de sortir d'une approche très court-termiste et fragmentée qu'on a eue peut-être jusqu'à présent. Et justement, dans les stratégies, vous vouliez parler de recomposition spatiale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on fait pour recomposer une ville, une collectivité, face à la montée des mers dans le temps, jusqu'en 2100, pour éviter justement d'avoir les pieds dans l'eau? Je crois qu'il y a une slide après, une petite illustration d'une approche justement intégrée et dynamique de la recomposition spatiale. Donc là, c'est pas évident forcément à lire d'aussi loin. Mais je voulais mettre le focus sur la recomposition spatiale parce que on en parle beaucoup et ça soulève beaucoup de débats, mais aussi d'a priori de la part des décideurs politiques et des populations qui sont concernées par la relocalisation. Et le message important à faire passer, c'est que relocaliser des infrastructures, des habitations, ça se construit dans le temps, que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et l'enjeu, c'est justement de penser ces moments de transition. Et le cas de la recomposition spatiale illustre justement cette combinaison qu'on peut faire entre les solutions dans le temps et dans l'espace. Et typiquement, on peut se dire à 20-30 ans, je vais maintenir mes protections en dur, donc mes digues, je vais les améliorer au besoin. Et ces 20-30 ans vont me donner le temps de préparer les relocalisations. Donc ça va être, pendant ce temps-là, je vais petit à petit racheter des terrains, donc acquérir des terrains privés pour les transformer en foncier public. Ça va être aussi repenser les modalités de transport, donc fournir aussi des modalités douces et qui vont aller plus loin, qui vont accompagner donc, des nouveaux quartiers. Ça va être aussi le temps de préparer la construction de nouveaux quartiers, et aussi le temps de sensibiliser et d'engager les populations autour de ces projets de territoire. Et ça, c'est un levier essentiel. C'est que l'adaptation, c'est aussi un enjeu, et c'est avant tout un enjeu de société qui requiert l'engagement de tous, et particulièrement quand on parle de relocalisation, où c'est tellement sensible pour les populations. Et puis la relocalisation, ça illustre aussi particulièrement cette nécessité de penser à un échelon beaucoup plus important que la municipalité seule, parce que surtout quand on va relocaliser des routes, on comprend bien qu'une route, ça ne s'arrête pas à une seule municipalité, mais que ça engage ça engage le département, la région, etc. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions, mais c'était peut-être en introduction. Et surtout, un point important, recomposer les territoires, c'est aussi apporter des nouvelles opportunités pour les populations. Et je voulais prendre un petit exemple, il y en a beaucoup j'ai mis un QR code vers un rapport. L'exemple de Petit-Bourg, où il y a eu des relogements en Guadeloupe, où il y a eu des relogements de population de 50 familles en tout cas. Et un levier important pour l'acceptabilité pour ces familles d'être relogées, c'était d'accéder à la propriété des logements qui étaient construits pour eux. Et ça, c'est un levier essentiel, c'est de penser aussi ces moments cette relocalisation, cette recomposition spatiale comme une fenêtre d'opportunité pour repenser les territoires et pas reconstruire à l'identique. Mais voilà, j'ai fait le tour. Vous avez bien répondu. Eric, vous vouliez parler justement des solutions fondées sur la nature. Oui, tout à fait. Alors, même, je pense qu'on n'aura pas le temps pour la prochaine, là, parce que la prochaine, normalement... Ah non, ok, ça a sauté. Peut-être, peu importe, c'est pas grave. J'ai peut-être ajouté un truc, une réaction par rapport à ce qui a été dit auparavant. En fait, pour être tout à fait honnête, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'il faut attendre une catastrophe pour qu'on change de point de vue. Hein, c'est vraiment c'est Xintia
qui a fait réagir les pouvoirs publics par rapport à la problématique submersion, et c'est l'hiver 2013-2014 avec cette érosion faramineuse qui a fait qu'on a déménagé l'immeuble du Signal à Soulac-sur-Mer. Jusqu'à maintenant, c'est comme ça que ça se passe. Et ce qui serait bien, et c'est pour ça qu'en particulier, moi je milite et je fais faire des conférences publiques un petit peu partout sur le littoral français, c'est qu'on anticipe et qu'on commence à réfléchir avant la prochaine catastrophe. Parce que c'est sûr, avec la mer qui monte, voilà, des Xynthia ou des tempêtes de ce type-là, il y en aura d'autres. Et le problème, c'est quand on réagit dans l'urgence, eh bien en fait, comme c'est l'urgence, on fait tous pareil, on va juste faire ce qu'on sait faire. C'est-à-dire, et ça c'est quelque chose qu'on appelle la dépendance au sentier, c'est-à-dire on a toujours fait comme ça, et on va continuer à le faire. Et là, on est en train justement de dire qu'il faudrait changer les choses. Alors, les solutions fondées sur la nature. Pourquoi ? Parce qu'il y a une raison très simple. On peut peut-être envoyer la vidéo. Donc là, ce que vous allez voir sous vos yeux, c'est un lever drone de ce qu'on appelle un présalé. Donc les présalés, c'est un écosystème qu'on trouve dans les zones tempérées boréales, dans ces zones abritées qui sont vaseuses. C'est un type de côte. Et ces présalés, ils peuvent être très développés et ils offrent 6 avantages, et c'est cela qu'on va voir s'afficher. Donc le premier avantage, c'est l'effet de barrière. Alors si on peut mettre en route voilà, l'effet de barrière. Donc on a pu mesurer que dans ces présalés, l'élévation du sol peut atteindre 1 cm par an ou plus. Ça veut dire que très rapidement, ces systèmes, si on leur offre des sédiments ou si on laisse les sédiments arriver, ils vont s'élever au moins aussi vite que le niveau de la mer, puisque le niveau de la mer, on vous l'a dit tout à l'heure, c'est un peu plus de 4 mm par an, donc 1 cm par an, c'est bon. Le deuxième avantage, ça va arriver ensuite, c'est l'effet de fusible. C'est-à-dire que ces présalés, c'est des grandes surfaces. Si on les laisse s'inonder, eh bien, en fait, pendant la tempête, le niveau extrême ne va pas être atteint. C'est l'image de la baignoire qui déborde. Vous avez une baignoire, vous laissez le robinet allumé, ouvert, la baignoire se remplit, puis quand elle déborde, c'est terminé, le niveau arrête de s'élever. Donc là, c'est la même chose. La mer monte, et si elle commence à inonder ces présalés qui sont de grandes surfaces, de grands écosystèmes, ça va éviter le niveau extrême. Le troisième avantage, c'est comme ça sédimente beaucoup, eh bien, cette vase elle va développer des conditions anoxiques, c'est-à-dire sans oxygène ou avec peu d'oxygène, et la matière organique va être piégée puis séquestrée. On a calculé que dans les présalés, 1 hectare de présalés, c'était 1 hectare de présalés, chaque année pompait 9 tonnes. C'est-à-dire que c'est l'équivalent de la production d'un Français moyen. 1 hectare de présalés, un Français. Alors voilà, il faudrait les 60 millions ou plus d'hectares de présalés. Ils n'y sont pas, mais vous voyez que c'est extrêmement avantageux par rapport à ce problème-là. Enfin, le troisième avantage, c'est un avantage de biodiversité. En fait, toutes ces zones humides littorales, c'est là où les espèces vont se nourrir. C'est des espèces aussi des espaces de reproduction. C'est des espaces aussi pour les juvéniles, puisque en fait, les petits, c'est très simple. S'ils ne veulent pas être mangés par les gros, ils vont se réfugier dans les endroits où l'eau est peu profonde. Enfin, le cinquième avantage, c'est la qualité de l'eau. C'est des écosystèmes qui permettent d'offrir une eau de bien meilleure qualité, qui vont pomper un certain nombre de polluants, en particulier les vases. Vous savez, ça absorbe les métaux lourds, le plomb, le cadmium, etc. Et enfin, le dernier avantage, et non des moindres, on l'a vu après la crise Covid, on vit mieux dans le vert que dans le gris. C'est un message clé. On vit mieux d'un point de vue psychologique, on vit mieux d'un point de vue physiologique. Et donc, développer ces écosystèmes littoraux, c'est absolument fondamental aussi pour l'homme. Donc, vous voyez, on appelle ça le couteau suisse. Ça fait 6 catégories d'avantages. Alors, évidemment, au sein de chaque catégorie, il y a des sous-avantages que je ne développerai pas ici. Mais voilà, je pense que éventuellement s'il y a des questions, puis moi je peux peut-être placer que j'ai coécrit 2 livres grand public qui développent ça sur les littoraux, qui s'appellent « Et la mer monte et la mer contre-attaque », où on développe un petit peu tout cet argumentaire. Et j'insiste aussi par rapport à cette problématique de climato-scepticisme, c'est que toutes les phrases, toutes les affirmations sont étayées avec des articles scientifiques et des références. C'est ça le gage de notre travail de scientifique. Merci, vous avez été ultra rapide et du coup on a 3 minutes pour prendre des questions. Est-ce que quelqu'un a une question ?
Je me lève parce que je suis derrière le poteau. Il y a combien d'hectares de présalés en France? Alors ça, c'est une question piège et je ne le sais pas par cœur. Je ne sais pas par cœur, mais alors justement, on a un programme d'études des présalés en France. On est en train de faire le tour de France. Là, on fait des carottages un petit peu partout pour mesurer. Mais de toute façon, ça ne serait pas très utile. Voilà, je botte en touche. Parce qu'en fait, chaque présalé a ses capacités de séquestration qui sont propres. Et pour le moment, personne ne sait pourquoi certains sont plus ou moins efficaces. Et justement, c'est notre programme de recherche à 5 ans. Donc là, on a commencé le programme. Et effectivement, j'ai travaillé avec un collègue américain et la première réflexion qu'on a eue quand on a comparé nos présalés de chaque côté de l'Atlantique, c'est m'a dit: Eric, tu as de la chance, tu as des présalés qui séquestrent énormément. Donc effectivement, sur la région de La Rochelle, ça marche très très bien. Donc voilà, 1 hectare, un français. Mais voilà, maintenant le travail qui reste à faire, c'est pourquoi, je ne sais pas, moi, en Canche, en Bretagne, en Normandie, en Méditerranée, c'est plus ou moins efficace. Voilà, donc la réponse dans quelques temps. Le temps de la recherche, 3-4 ans. Il y a un micro qui tourne juste là. Bonjour. Les présalés, on peut les développer artificiellement ou c'est forcément naturel? Non, alors on commence à être contacté par des gens qui sont propriétaires de marais. Alors, il ne faut pas confondre... ça, Sarah l'a dit tout à l'heure, en fait, la poldérisation, il y a beaucoup de zones basses dans le monde, en particulier en Europe, qui ont été développées par poldérisation. C'est-à-dire qu'il y avait des présalés immenses. Vous imaginez des surfaces considérables sur plusieurs kilomètres entre la mer et la terre, où c'était des zones humides, un peu incertaines. De temps en temps, il y avait une tempête, c'était inondé. Pendant plusieurs années, des décennies, il ne se passait rien. Et donc, au Moyen-Âge en particulier, on s'est dit c'est des zones agricoles potentielles, donc on va empêcher la mer de rentrer. Et on va poldériser. Le problème, c'est qu'en poldérisant ces zones-là, on a empêché la mer de rentrer. Ça, c'était ce qu'on cherchait, mais on a empêché les sédiments de rentrer. Et comme les sédiments ne rentraient plus et que le sol se tassait, eh bien, ces polders se sont enfoncés. Or, la mer monte. Donc, vous voyez le mécanisme. Aujourd'hui, il y a des terres qui sont 3, 4, 5, 6 mètres sous le niveau des mers. Aujourd'hui. Je ne parle pas de 2100, là. Donc, c'est des zones vulnérables. Et donc, ces zones vulnérables, on les utilise. On fait de l'agriculture, on fait de la saliculture, on fait aussi de la conchiliculture. Et certains propriétaires, eh bien, en fait, commencent à s'intéresser à ça, c'est-à-dire, les messages, ils sont clairs. Hein. Vous laissez revenir la mer, un présalé va se développer, vous allez sédimenter, protéger la côte et capter du carbone. Et donc, effectivement, comme il y a un marché du carbone, on voit qu'il y a des gens qui s'intéressent à ça. Voilà. On a le temps pour une dernière question. Toutes les mesures d'adaptation que vous avez mentionnées, là, c'est des mesures qui sont mises en place par des collectivités ou des villages. Est-ce qu'il y a des mesures aussi qui sont possibles pour un particulier, par exemple, qui habite dans une maison en danger? Est-ce que de manière individuelle, il peut aussi mettre des choses en place? Alors, ça se fait déjà. Mais je ne sais pas si c'est souhaitable. Puisque, en fait... chacune des mesures que j'ai présentées, et en particulier les mesures de protection, l'enrochement, les digues, vont avoir des conséquences sur le transport de sédiments. Et donc, quelqu'un qui va décider de protéger sa maison particulière en enrochant sa plage, ça va avoir des conséquences sur plusieurs kilomètres et sur d'autres parties de plage, sur d'autres parties du littoral, et créer de l'érosion à d'autres endroits. Le message important, c'est justement, aujourd'hui, on doit penser ces stratégies d'adaptation de manière collective et cohérente à l'échelle, on parle d'échelle sédimentaire, mais à des échelles de territoire qui sont beaucoup plus vastes. Donc ça se fait, mais voilà, peut-être pas souhaitable, mais je ne sais pas. Ouais, je voudrais rajouter une chose là. Enfin, les choses sont en train de se faire, c'est ça qu'il faut que vous réalisiez. C'est-à-dire, il y a 10 ans, il y a 20 ans, on n'en parlait pas. On va en parler de plus en plus. Donc là, par exemple, au sud de La Rochelle, il y a un marais. La digue s'est rompue. Derrière, il y a des champs agricoles. On a fait le calcul coût-bénéfice. Combien rapportent les champs? Combien coûte la digue? Il y a un facteur 10 minimum. Donc, les services de l'État, les gestionnaires ont dit on ne construit pas la digue. Ça coûte 10 fois plus cher par rapport à ce que ça rapporte. Personne ne ferait ça.
L'agriculteur, évidemment, il n'est pas content. Il dit, ah ben non, mais moi, c'est mon business, voilà, je fais des céréales, je vends mes céréales au Maghreb, c'est hors de question que j'arrête. Donc, je vais construire ma digue. Et là, les services de l'État lui disent, bah non, parce que si tu construis ta digue, tu vas repousser l'eau sur les autres, et les autres vont être plus vulnérables. Donc, effectivement, ça, c'est juste impossible. Ou alors, bah, c'est l'anarchie totale, hein, si tout le monde défend sa côte, voilà. Enfin, en France, en tous les cas, c'est pas du tout à l'agenda. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette table ronde. On pourra peut-être échanger sur le côté s'il y avait une dernière question. Bonjour, merci pour vos interventions. Moi, j'avais une question. Notamment, vous avez bien mis en avant en fait, le recul du trait de côte, les effets anthropiques, etc. Et qu'il fallait agir et que malheureusement, on attend toujours un événement climatique pour agir. Là, effectivement, on entre dans un contexte un peu difficile, enfin pas difficile en France, mais assez marqué, notamment sur la baisse des dotations de la part des collectivités territoriales, qui pourrait peut-être, enfin qui amène en fait les collectivités à revoir leur budget. Et on sait qu'il y a un certain budget qui est consacré notamment à la protection de ces espaces. Vous, comment vous analysez le problème et dans quelles sont les solutions, pas forcément politiques, mais scientifiques, qui pourraient permettre du coup d'endiguer ce problème lié aux dotations? Alors, vous pouvez répéter ce problème? C'est quoi le problème au final? Lié aux dotations, parce que comme il y a une baisse des dotations pour les collectivités territoriales, ce qui amène à une réduction des budgets, notamment protéger les espaces, notamment côtiers. Vous, d'un point de vue scientifique, et peut-être un petit peu politique, comment faire pour essayer de trouver des solutions dans ce contexte-là? Bon, moi, je réagis à chaud. Je ne suis pas du tout quelqu'un des sciences politiques et tout, mais en fait, on a l'impression, c'est pas l'impression, c'est ce qui est en train de se passer, c'est que plus on se rapproche du retour de bâton, à savoir, on ne s'occupe pas de toutes les limites planétaires, et là, on est en train de sentir les problèmes qui sont liés à ça, plus on se rapproche de ce moment-là, plus il y a un déni de science et de science écologique. Et du coup, on mélange tout, on appelle ça même les écologistes politiques. Enfin voilà, il ne faut plus en entendre parler. Donc je pense que la seule solution, c'est d'en parler, justement. C'est de dire que ça existe. Voilà. J'espère qu'ici, vous avez appris que voilà, un pré-salé, c'est super important, même si vous n'y allez pas en vacances, parce qu'en général, c'est vrai que les gens, ils vont en vacances sur les plages. Rares sont ceux qui vont dans les pré-salés se faire dorer. Voilà. Ils vont plutôt faire de la pêche, observer les oiseaux, mais c'est une petite proportion d'entre nous. Donc voilà, je pense qu'il faut en parler. Et puis après, nos élus politiques, j'ai envie de vous dire, ils sont aussi coincés par leurs électeurs. Et les électeurs, c'est vous. Et souvent, le courage politique qui est pointé dans les publications, moi j'ai lu quelques publications de sciences politiques qui expliquent justement ce qu'a présenté Sarah, là, ces différentes stratégies, comment on recompose, etc. Et souvent, c'est écrit dans les articles, manque de courage politique. Alors, ok, on peut dire c'est la faute des politiques, mais il y a les politiques qui sont élus, et donc ça c'est vous, et ça c'est à vous de porter ces paroles de défense de la nature. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de plan B en fait. C'est-à-dire, sans ces services écosystémiques, on ne peut pas y arriver. On ne fera pas des digues partout. Merci. Non, mais sur la question des financements, c'est aussi... il faut qu'il y ait une mobilisation de l'État qui donne les moyens aux collectivités locales. Elles ne peuvent pas porter seules la responsabilité et le coût de l'adaptation. Et plus on attend, plus on retarde cette adaptation, plus ça va coûter cher. Donc voilà. C'est ça. Donc il faut documenter, il faut se renseigner, diffuser la parole et aller voter au municipal en 2026 et à l'élection présidentielle en 2027. Merci beaucoup. Et donc un rappel, si vous voulez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez vous procurer les 2 livres d'Éric ou le autopromo, le premier numéro de l'Iceberg, qui est donc dédié à la fonte des glaces et à la montée des eaux, qui se trouve à la librairie de Change Now. On sera en dédicace avec la glaciologue Heidi Sevestre demain. Ou sinon, vous pouvez le trouver en kiosque et sur l'iceberg.fr. Merci beaucoup. Merci.